Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui, nous allons plonger dans la vie fascinante de Charles-François Lebrun, une figure politique majeure de la fin du XVIIIe siècle et du début du XIXe siècle, dont l'action a profondément marqué la période révolutionnaire et l'empire napoléonien. Souvent éclipsé par des personnages plus célèbres comme Napoléon Bonaparte ou Talleyrand, Lebrun mérite pourtant toute notre attention. Ministre, consul puis grand dignitaire impérial, il incarne la capacité d'adaptation et la persévérance politique à travers des décennies de bouleversements. Alors, qui était vraiment Charles-François Lebrun? Quels furent ses combats, ses succès, ses échecs? C'est ce que nous allons découvrir ensemble dans cette biographie complète. Genèse et formation, les bases d'un homme de raison. Charles-François Lebrun naît le 19 mars 1739 à Saint-Sauveur-le-Vicomte, en Normandie, dans une famille noble mais modeste. Dès son jeune âge, il se distingue par une intelligence vive et un goût prononcé pour les études. Il poursuit une formation classique, notamment en droit, ce qui lui ouvre rapidement les portes de la magistrature. Très tôt, Lebrun s'inscrit dans la tradition des hommes de loi, un milieu influent dans la société française de l'Ancien Régime. En 1765, il devient avocat au Parlement de Paris, et il s'impose rapidement par la rigueur de son raisonnement et sa capacité à défendre les idées nouvelles tout en respectant la tradition. Cette période est fondamentale, car elle forge son esprit équilibré et sa profonde connaissance des institutions françaises. 2. La Révolution française, un modéré dans un monde bouleversé. Lorsque la Révolution éclate en 1789, Lebrun est un homme d'une cinquantaine d'années, prudent mais convaincu que le changement est nécessaire. Contrairement à certains révolutionnaires radicaux, il adopte une posture modérée, cherchant à réconcilier l'ordre et la liberté. Il devient député du tiers-état aux États généraux de 1789, où il se fait remarquer par ses interventions mesurées et réfléchies. Il soutient la constitution civile du clergé et défend une monarchie constitutionnelle, proche des idées des Girondins, mais toujours avec un souci d'équilibre. En 1791, il est élu membre de l'Assemblée législative. Toutefois, avec la montée des tensions et l'explosion des violences révolutionnaires, Lebrun s'éloigne progressivement des arènes politiques les plus radicales, préférant une voie plus pragmatique. 3. L'ère napoléonienne, le consul et le grand dignitaire. La vraie notoriété de Charles-François Lebrun vient avec la période du consulat et de l'Empire. Après le coup d'État du 18 Brumaire en 1799, qui porte Napoléon Bonaparte au pouvoir, Lebrun entre dans le cercle très fermé des hommes de confiance du premier consul. Il est nommé troisième consul, aux côtés de Napoléon et Sieyès, un poste qui lui confère un rôle majeur dans la nouvelle organisation du pays. Lebrun est en charge des finances et de l'administration, et il participe activement à la rédaction de la Constitution de l'an 8 qui structure le régime du consulat. Son rôle est d'autant plus important qu'il incarne une certaine modération et une stabilité nécessaires dans un contexte politique encore fragile. Sa capacité à gérer les affaires publiques avec méthode et prudence lui vaut la confiance de Napoléon. En 1804, avec le couronnement de Napoléon empereur, Lebrun devient archi-chancelier de l'Empire, l'une des plus hautes fonctions de l'État, chargé notamment de la supervision des institutions impériales. Il joue aussi un rôle diplomatique, notamment dans l'administration des provinces annexées, comme l'Italie. 4. Les responsabilités administratives et diplomatiques. En parallèle de ses fonctions à Paris, Lebrun est nommé gouverneur général de la Hollande en 1806, puis de l'Illyrie, deux territoires annexés par l'Empire. Dans ses rôles, il montre ses talents d'administrateur et de réformateur, cherchant à moderniser les structures locales selon le modèle français, tout en respectant les particularismes régionaux. Il est également en contact avec les élites locales, contribuant à maintenir l'ordre et à asseoir l'influence impériale en Europe. Son travail dans ces régions témoigne d'une grande capacité à naviguer entre la centralisation impériale et les réalités locales. Dès la chute et l'exil avec la défaite de Napoléon en 1814, Lebrun traverse une période difficile. Malgré son attachement à l'Empire, il parvient à conserver une certaine place sous la Restauration, mais avec beaucoup moins d'influence. Il se retire progressivement de la vie politique active, refusant de s'engager dans les conflits qui agitent la France post-napoléonienne. Son dernier grand acte politique est son soutien modéré à la monarchie constitutionnelle du Louis XVIII. Charles-François Lebrun meurt le 16 juin 1824, laissant derrière lui une carrière remarquable, marquée par un engagement constant au service de l'État, dans des temps particulièrement tourmentés. Conclusion. Charles-François Lebrun fut un homme d'État remarquable, dont la vie illustre parfaitement les tensions entre tradition et modernité, entre ordre et changement,
qui ont traversé la France de la fin du XVIIIe siècle au début du XIXe. Sa prudence, sa compétence administrative et sa capacité d'adaptation lui ont permis de jouer un rôle clé dans la transformation de la France, du régime monarchique à l'empire napoléonien. Alors que l'histoire retient souvent les figures les plus flamboyantes, Lebrun nous rappelle que la politique est aussi une affaire de bâtisseurs discrets, d'hommes capables de travailler dans l'ombre pour assurer la stabilité et la continuité. Merci d'avoir suivi cette biographie détaillée de Charles-François Lebrun. N'hésitez pas à laisser vos questions ou commentaires, et à vous abonner pour d'autres portraits historiques passionnants.